Bien le bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons faire un petit tour par la Haute-Vienne, d'où je tire quelques histoires fort sympathiques. Celle d'un forgeron un peu trop zélé, un dolmen aussi historique que mystérieux, une roche abritant des fées, un templier aussi brave qu'on le dit, et une créature dont le nom va vous parler. Commençons dès à présent. L'histoire de Saint-Éloi est assez simple, mais pourtant vraiment intéressante. On y apprend qu'il ne faut pas se surestimer et toujours garder un caractère humble. Pour cause, l'orgueil étant l'un des 7 péchés capitaux, il est normal que des histoires nous mettent en garde contre. Éligius, ou Éloi, était voué dès la naissance à posséder un grand talent, car on raconte qu'un aigle fondit sur sa mère en rêve juste avant sa naissance, ce qui était un signe divin, annonciateur d'une grande destinée. Ce qui se confirma rapidement. Déjà enfant, il était particulièrement habile de ses mains, rafistolant jouets et créations de sa conception. Si la fortune avait pu un peu plus lui sourire, il aurait peut-être pu devenir orfèvre, mais ce fut vers un métier de maréchal ferrant qu'il se tourna, faute de moyens, après avoir été l'apprenti du meilleur orfèvre de Limoges malgré tout. Cependant, cela ne veut pas dire qu'il ne se fit pas remarquer en tant que maréchal ferrant, oh que non. Il était rapidement devenu l'un des meilleurs de la ville et sa réputation le précéda si vite qu'elle lui monta au cerveau, jusqu'à ce qu'il finisse par affirmer sur son enseigne être le maître de tous. Comme on peut s'en douter, ça ne fut pas réellement accueilli avec joie par la concurrence, qui s'en offusqua presque aussitôt au point que réclamations et cris s'élevèrent jusqu'au ciel, ce qui finit par attirer le regard de Dieu lui-même qui se tourna alors vers Limoges. Il était bien décidé à punir l'orgueil et l'insolence d'Éloi, mais Jésus le stoppa dans son élan en l'implorant de le laisser faire. Puis ce dernier descendit sur la terre des hommes et changea d'apparence pour se présenter comme nouvel apprenti en vantant ses talents, ce qui fit douter le forgeron orgueilleux qui le mit rapidement à l'épreuve. Il lui fit forger un fer et resta bouche bée devant sa rapidité. Encore plus lorsqu'il vit Jésus retirer simplement la jambe du cheval pour y mettre le fer tranquillement dans l'atelier avant de la rattacher sans que l'animal ne perdît aucune goutte de sang, ni ressentit la moindre souffrance. Profitant alors de l'absence de son nouvel apprenti qu'il avait envoyé faire une course, Éloi ne manqua pas de vouloir essayer cette nouvelle technique. Et autant dire que cela ne s'est pas exactement passé comme il l'aurait voulu. Bien évidemment, ce n'était que pour lui faire passer un message. Jésus revint, soigna l'animal, et Éloi s'inclina devant lui. Plus jamais il ne laissa son talent lui monter à la tête, car seul celui qui connaît ses forces en acceptant ses faiblesses saura s'élever. Il n'en fut que meilleur, et son histoire perdurera pour nous rappeler qu'on ne devient pas un saint par orgueil. Les dolmens sont un sujet assez récurrent déjà et pour cause, car on en a déjà traité quelques-uns, soit par des histoires, soit par des créatures qui s'y rattachent. En effet, leur origine mystérieuse laisse souvent place à toute forme de spéculation. C'est le cas du dolmen de Pouilleul qui connaît au moins 2 légendes autour de ces pierres, et nous allons en faire un petit tour dans un instant. Avant tout, le factuel. On sait que les premiers écrits sur le dolmen datent de 1821 et qu'il est classé comme monument historique. Son âge reste incertain cependant. Concernant maintenant les légendes, la première remonte à un temps où la religion était la seule vraie explication des choses inexplicables, comme il en est de coutume dans nos contrées. Comme nous avons parlé du Père et du Fils, nous pouvons à présent parler de la Mère, et nous verrons peut-être plus tard pour le Saint-Esprit. La Sainte Vierge apprit la construction d'un collégial à Saint-Léonard de Noblat. Alors, voulant aider, elle se mit en route et récupéra plusieurs lourdes pierres sur le chemin, mais ce fut en arrivant sur place qu'elle constata que le collégial était achevé. La Vierge repartit alors en lâchant les pierres à l'endroit précis du dolmen qui se forma alors. C'est la seconde histoire sur laquelle nous allons un peu plus nous pencher. Simple et pourtant troublante. Celle d'un homme avide d'argent qui entendit parler d'un trésor non loin du dolmen. Forcément, l'homme s'y rend de ce pas, de nuit et avec une lanterne. Il creuse alors, durant plusieurs jours sans rien trouver. Par frustration,
Il finit par ne plus faire attention et sans le vouloir, creuse un peu trop proche de la roche qui s'affaissa et fit s'effondrer l'ensemble. L'homme en réchappa de justesse et l'on ne l'y reprit plus jamais. Là vous allez vous dire, mais pourquoi cette légende aussi banale est intéressante? Eh bien car il s'avère qu'elle pourrait être vraie. Le dolmen s'est effectivement écroulé en partie le siècle dernier, et en plus, il y avait un réel trésor, même si plus d'intérêt archéologique. En effet, au cours de fouilles, on y trouva du mobilier sur 2 millénaires, remontant de moins 4500 à moins 2500, ce qui n'est pas rien. Mais aussi des armes en tout genre, pendentifs, céramiques et éléments de parure. Autant dire une vraie mine d'or historique en un sens. Ce qui nous rappelle que la notion de trésor dépend avant tout de la perception qu'on en a. Quoi qu'il en soit, nous avons fait le tour de ce petit lieu, certes humble, mais tout de même intéressant à mon sens. Car si on s'intéresse principalement aux contes et légendes, n'oublions pas que ce sont des petits endroits comme ça qui y contribuent par leur simple présence. Encore une autre formation rocheuse assez étrange qui a fait naître quelques histoires. Je vais bien sûr vous parler de la roche aux fées, que vous pourrez voir en parcourant le mont de Blon, qui a lui aussi son petit lot d'histoire, mais malheureusement nous n'en parlerons pas aujourd'hui. Car la roche aux fées compte 3 légendes, et toutes sont aussi inventives que surprenantes. Elle se base pour la plus grande partie sur une roche que l'on nomme le pas de la mule, et qui aurait sur sa surface lisse des marques bien distinctes, laissant place à toute forme de spéculation. Dans un temps très ancien, les fées vivaient sous la roche, en paix et en harmonie. Elles profitaient de l'eau douce amenée par le sommet, et rien ne semblait alors pouvoir troubler leur sérénité. Mais un génie les observait dans l'ombre, attisant sa jalousie à chaque jour qui passait. Un jour n'y tenant plus, il fit s'écrouler la roche pour en détruire leur habitat. L'on prétend alors qu'une des fées aurait chuté sur le pas de la mule, les marques visibles étant les empreintes de ses genoux et de ses mains, alors qu'elle tentait de se réceptionner. La seconde légende nous parle d'un prince charmant qui, en vadrouille, tomba sur une jeune femme dont la beauté le fit fléchir aussitôt. Mais malheureusement, la belle était prisonnière des fées sous la roche, et leur union semblait quelque peu compromise. Mais l'homme n'était pas vraiment du genre à abandonner. Il se promit de tout faire pour la délivrer, mais il n'était qu'un prince charmant en vadrouille sans le sou, et ne put s'offrir qu'une mule comme fidèle destrier. Ce qui ne l'empêcha pas de ravir la prisonnière et de s'enfuir avec elle. L'animal se montra alors plus farouche qu'il n'en donna l'air. D'un bond prodigieux, ils parvinrent à fuir les fées. L'animal atterrit de tout son poids sur le roc, laissant la marque de ses sabots, de sa tête et même de ses côtes. J'aime à penser que l'histoire s'est bien finie, parce qu'il n'y a que dans les mondes des contes que l'on peut manger un rocher et finir en happy end. La dernière légende m'a plutôt pris par surprise. Simple mais pourtant inattendue. Celle du passage de Jules César lui-même lors d'un voyage en Gaule. Fatigué de son voyage, il s'installa sur la roche lisse et son cheval en fit autant, laissant la trace de ses sabots lorsqu'il fallut se relever. Je pense que là aussi on a fait le tour pour ce lieu. En fait non. Il reste une dernière histoire, mais je la garde pour la dernière partie car elle concerne une créature assez connue, et elle mérite largement une partie entière pour elle toute seule. Les chevaliers aussi sont assez réputés dans nos histoires, et cette fois nous parlerons de croisade. Gouffier de Lastours est un... ce nom me fait toujours rire. Est un chevalier limousin qui a participé durant la première croisade et deviendra par la suite le seigneur de Lastours, Hautefort et Pompadour. Mais pourquoi parler de lui? Bien qu'il a réellement existé, on lui prête des événements qui semblent irréalistes, ou alors dont on n'a pas la preuve, alors que vu les hauts faits accomplis, ça devrait être des certitudes. Sauf que les comptes rendus sur ces actes semblent assez douteux. La bravoure de Gouffier n'était plus à prouver, car il a accompli de nombreux exploits au cours de cette croisade. Il aura notamment participé au siège de Nicée en 1097, où il se serait distingué sans qu'aucune preuve ne soit viable. Ensuite, lors d'une embuscade à la bataille de Dorilé la même année, Gouffier aurait, semble-t-il, traversé les lignes ennemies pour parvenir à chercher du renfort auprès de l'armée de Godefroy de Bouillon. Mais il semble plus vraisemblable qu'il était avec eux depuis le tout début. Au siège d'Antioche, il se fit également remarquer par plusieurs faits d'armes, lorsqu'il tint le blocus à la sortie de la ville. Mais dans une autre version, il semble avoir plutôt traversé l'Oronte par le biais d'un pont de bateau et survécu à une embuscade tendue par 3 opposants de l'autre côté. Quelques jours plus tard, il aurait également volé le cheval d'un émir qu'il serait parvenu à tuer, ou encore sauvé Raymond IV en tuant 15 opposants, brisant toutes ses armes dans le combat. C'est plus ou moins à partir de là que s'arrête la partie douteuse. Car en 1098, des témoins oculaires affirment avoir vu l'homme contribuer fortement au siège de Marat, et sera même le premier à être monté au sommet des remparts.
Lorsque la ville fut prise, il accompagne Raymond IV jusqu'à la tour de David pour pourchasser les occupants jusqu'à leur reddition. Nous revenons alors là sur une partie un peu plus douteuse, qui nous parle de sa rencontre avec un lion qu'il sauva d'un serpent. L'animal se prit d'affection pour lui et le suivit jusque dans le combat. Mais ils se séparèrent lors de son retour en bateau, l'animal ne pouvant pas monter à bord. Quoi qu'il en soit, que ce soit vrai ou faux, Gouffier aura eu une vie pleine de rebondissements et personne ne remet en doute son courage ni sa version des faits, car ces faits d'armes avérés font office de foi pour ces faits d'armes plus controversés. Dernière histoire mais non des moindres, celle de la mandragore, animal mythique ayant eu bien des apparences au fil des légendes. Dans celle-ci, elle ressemble à un dragon à tête humaine, bien loin de la créature végétale habituelle. C'est dans le pays de Bussière-Bofi qu'elle régna, terrorisant les habitants par sa simple présence. La mandragore avait son repère dans le lieu dit Froché, que l'on nomma sobrement le berceau. On dit que l'on pouvait voir ses yeux briller dans les profondeurs de sa tanière. Quant à son plat favori, pas d'équivoque. Elle n'était friande que de jeunes filles, et bien mal en pris à celles qui passaient non loin de sa tanière, car le dard de la créature était aussi acéré que ses écailles. Sans mauvais jeu de mots, je précise. Face à la dangerosité de la bête, le seigneur des environs se rendit alors sur place pour conclure un pacte avec elle. La mandragore accepta de contenir sa faim et de ne pas détruire son royaume à une condition. Qu'une jeune femme, vierge de préférence, lui soit donnée en offrande chaque année. À contre-cœur, l'homme accepta face à ce dilemme, son royaume contre une seule vie. Mais la malchance voulut que la première tirée au sort par la créature fût sa propre fille qui était promise à Guyot de Saint-Quentin. Le promis ne l'entendit pas de cette oreille et enfourcha sa monture pour aller rendre compte auprès de la créature, avant qu'elle ne posât une seule griffe sur sa belle. À vive allure, le destrier bondit de si haut qu'il laissa une empreinte profonde dans une roche de notre connaissance. Oh, d'ailleurs, il serait peut-être utile de préciser que la dite monture est également une mule. Par chance et célérité, il attrapa la créature alors qu'elle s'apprêtait à dévorer la pauvre victime. Le combat qui s'ensuivit fut alors d'une rare violence. Guyot se battit férocement contre la bête et chargea dans un dernier assaut qui fut mortel pour la mandragore. La lance enfoncée dans le cou, elle s'effondra et parvint à s'enfuir en laissant une traînée derrière elle. Mais on ne la revit plus jamais et les environs retrouvèrent la paix en même temps que la célébration du mariage des deux amants. Quant à la mandragore, on prétend qu'elle serait tombée dans un étang. Blessée et ne sachant pas nager, son avenir ne fut pas vraiment très glorieux. Car même si elle avait été une plante, le trop plein d'eau n'est jamais bon après tout. Et c'est ainsi que s'achève cette histoire. Et voilà encore 5 petites histoires sur un département au hasard. J'espère qu'elles vous auront vraiment plu et que vous avez passé un bon moment devant. Une nouvelle vidéo arrivera dans la semaine où je ferai le tour d'une histoire qu'on m'aura partagée. Le mail est d'ailleurs à votre disposition si vous souhaitez participer. Le week-end prochain, je vous donne aussi rendez-vous pour un retour du côté de la Bretagne. Mais d'ici là, je vous souhaite une bonne semaine, portez-vous bien et à bientôt.